Salut à tous, aujourd'hui nous allons dévoiler les vies cachées et difficiles de plusieurs femmes esclaves issues de l'histoire américaine. De l'Amérique coloniale jusqu'à la guerre de sécession, leurs histoires révèlent une sombre réalité faite de survie, d'exploitation et de récits qui ont été enfouis ou presque oubliés. Alors rejoignez-moi pour explorer tout cela et bien plus encore. Avant de commencer, je remercie chaleureusement les membres de ma chaîne pour leur accès anticipé à cette vidéo. Pour accéder en avance ou profiter davantage comme des sondages, publications et vidéos exclusives aux membres, jetez un œil et rejoignez si cela vous intéresse. En tout cas, merci encore à tous les membres et j'espère que tout le monde appréciera la vidéo. Merci. Née en esclavage dans la colonie de New York, Elizabeth Freeman n'était pas destinée à laisser une trace dans l'histoire. Pauvre, analphabète et réduite en esclavage, elle était ignorée par des hommes qui réclamaient la liberté pour eux-mêmes tout en la lui refusant. Et pourtant, elle a fait l'impensable. Elle a poursuivi en justice son soi-disant maître pour obtenir sa liberté. Mais comment une femme illettrée a-t-elle remporté une telle affaire? Et comment son combat a-t-il ébranlé les fondements d'une nouvelle nation? Elizabeth Freeman, plus tard connue sous le nom de Mumbet, est née en esclavage au milieu des années 1740, probablement au printemps 1744. Son lieu de naissance exact est incertain, bien que certains suggèrent qu'il s'agissait de l'État de New York, où elle a grandi dans la plantation de Peter Hoogboom, à Claverack, dans ce qui est aujourd'hui le comté de Columbia. Hoogboom, comme son nom de famille l'indique, appartenait à une famille néerlandaise qui s'était installée dans cette région d'Amérique au milieu du XVIIe siècle, à l'époque où New York s'appelait la Nouvelle-Amsterdam et était une colonie néerlandaise. Dans sa jeunesse, elle était connue sous le nom de Beth, qui était presque certainement une abréviation d'Elizabeth. Selon nos informations sur la ferme Hoogboom, elle a grandi dans un foyer où beaucoup de personnes étaient esclaves. Parmi elles se trouvait sa sœur Lizzie. Comme c'était courant pour les personnes réduites en esclavage au XVIIIe siècle, l'identité de ses parents est inconnue, et il n'est pas clair s'ils sont restés sur le même domaine. Malheureusement, Beth n'a jamais appris à lire ni à écrire, et les premières années de sa vie sont restées entourées de silence, car elle n'a laissé aucun récit écrit. Au lieu de cela, ce que nous savons de son histoire n'apparaît que plus tard, après qu'elle se soit imposée sur la scène publique et ait attiré l'attention de tout un État. Grâce à une bataille juridique audacieuse et sans précédent, et comme nous allons bientôt le voir, cette bataille allait tout changer. Au début des années 1750, la fille de Peter Hoogboom, Hannah, a épousé le colonel John Ashley, une personnalité éminente de la ville de Sheffield, dans le Massachusetts. Beth a été envoyée vivre chez Hannah comme esclave domestique à Sheffield, alors qu'elle n'avait peut-être que 7 ou 8 ans. Heureusement, nous pouvons encore voir le monde dans lequel elle a vécu pendant près de 3 décennies, car la maison du colonel John Ashley, construite en 1735, existe toujours aujourd'hui et est désormais un musée. Maison de 2 étages et demi, elle compte de nombreuses pièces et aurait été vue comme une grande maison de campagne au milieu du XVIIIe siècle. La vie de Beth ici aurait été centrée sur le maintien de la propreté de la maison, le lavage des vêtements et l'accomplissement de travaux manuels pénibles, qui prenaient beaucoup plus de temps à une époque où il n'y avait ni machine à laver, ni sèche-linge, ni aspirateur, ni autres appareils. Au sein du foyer Ashley, Beth s'est rapidement imposée comme une femme qui n'était pas intimidée par ses esclavagistes. Des récits ultérieurs décrivent Hannah Ashley comme sévère, et une histoire célèbre affirme qu'elle a saisi une pelle chauffée pour frapper la sœur de Beth, Lizzie. Elle aussi avait été envoyée vivre dans la maison des Ashley, mais avant qu'elle ne puisse frapper Lizzie, Beth est intervenue et a bloqué ses coups. Hannah lui infligea une profonde blessure qui laissa une cicatrice importante, mais au lieu de la cacher, Beth l'afficha ouvertement par la suite, une manière de dire aux visiteurs de la maison que Madame Ashley était cruelle envers ses esclaves. Au cours de ces années, Beth devint également mère. L'identité du père de son enfant reste incertaine, mais la tradition veut qu'il soit parti servir dans la guerre d'indépendance américaine et ne soit jamais revenu. Alors que les hommes partaient se battre pour la liberté, Beth restait en servitude, élevant un enfant dans un monde qui lui refusait même le droit le plus élémentaire à la liberté. Mais à Sheffield, des mots étaient en train d'être écrits, qui rendraient en bientôt cette contradiction impossible à ignorer. Elizabeth a traversé de grands bouleversements en Amérique du Nord durant son séjour chez les Ashley. En grandissant ici, elle aurait entendu parler constamment de la longue guerre contre les Français qui a fait rage à travers l'Amérique du Nord de 1754 à 1763.
Ce conflit s'est terminé lorsque les Britanniques ont pris le contrôle de ce qu'on appelait alors la Nouvelle-France, un territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Canada, tandis que le Massachusetts est resté sous domination britannique. Elle aurait aussi entendu la colère croissante de John Ashley et de ses invités chez lui, qui se plaignaient de la hausse des taxes imposées par la couronne britannique au Massachusetts et dans les 12 autres colonies, du New Hampshire à la Géorgie. En janvier 1773, alors qu'elle approchait probablement de sa 30e année, elle aurait également vu un grand groupe de propriétaires terriens du Massachusetts se rassembler à la maison Ashley à Sheffield pour rédiger ce qui allait devenir la Déclaration de Sheffield. Elle protestait contre une tyrannie britannique croissante dans les colonies et déclarait, je cite, « L'humanité à l'état de nature est égale, libre et indépendante les uns des autres, et a le droit de jouir sans entrave de sa vie, de sa liberté et de sa propriété. » Thomas Jefferson reprendra ces mots en rédigeant la Déclaration d'indépendance 3 ans plus tard. Dans un développement important, il semble que Theodore Sedgwick, un jeune avocat, ait rédigé la majeure partie de la Déclaration de Sheffield lors de la réunion à la maison Ashley. Il jouera bientôt un rôle dans l'histoire d'Élisabeth. Pour Beth, si elle a entendu parler de la Déclaration de Sheffield qui a été rédigée à la maison Ashley en janvier 1773, elle n'a pas pu manquer l'ironie de la situation. Des hommes prônant la liberté et les droits naturels ont rédigé ces phrases tout en la gardant enchaînée chez eux. Le langage de la liberté résonnait dans les couloirs, mais il ne la concernait pas. Pas encore. Mais dans les années à venir, elle déciderait de vérifier si ces mots avaient vraiment un sens. La déclaration de Sheffield fut un événement clé avant la guerre d'indépendance américaine. La Boston Tea Party a eu lieu de l'autre côté du Massachusetts en décembre 1773. Il s'ensuivit une détérioration de la situation politique qui a conduit au déclenchement de la guerre au printemps 1775. Le deuxième congrès continental a publié la déclaration d'indépendance de Jefferson à Philadelphie à l'été 1776. Et une guerre acharnée s'ensuivit avec la Grande-Bretagne, une guerre qui fut remportée en 1781 et qui se termina lorsque la Grande-Bretagne reconnut l'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1783. Dans le cadre de la création d'un nouvel État fédéral, le Massachusetts a rédigé sa propre constitution d'État en 1780. Elle comprenait le passage suivant, qui faisait écho à la fois à la déclaration de Sheffield et à la déclaration d'indépendance. Tous les hommes naissent libres et égaux et possèdent certains droits naturels, essentiels et inaliénables, parmi lesquels on peut compter le droit de jouir et de défendre leur vie et leur liberté, celui d'acquérir, de posséder et de protéger des biens, enfin celui de rechercher et d'obtenir leur sécurité et leur bonheur. Tout cela menait à une confrontation. Élisabeth allait bientôt transformer ces nobles promesses en une arme, affrontant son esclavagiste et exigeant la liberté qui lui avait été refusée toute sa vie. En 1780, inconsciente du libellé de la Constitution du Massachusetts, Beth chercha à réclamer sa liberté en s'appuyant sur l'idée que la Constitution interdisait essentiellement l'esclavage dans l'État. Selon un récit ultérieur, elle déclara à Theodore Sedgwick, l'avocat qui avait rédigé la déclaration de Sheffield en 1773, « J'ai entendu lire ce document hier qui dit que tous les hommes sont créés égaux et que chaque homme a droit à la liberté. Je ne suis pas une bête stupide. La loi ne m'accordera-t-elle pas la liberté ?» L'héritage de Theodore Sedgwick dans le mouvement abolitionniste est mitigé, mais il croyait que l'esclavage était incompatible avec les principes de la nouvelle constitution du Massachusetts et il accepta de prendre l'affaire. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne dépose les documents au nom de Beth et d'un autre homme réduit en esclavage chez les Ashley, Brom ajouté à l'affaire pour la renforcer, car les femmes avaient alors des droits juridiques limités. Ainsi, en 1871, l'affaire Brom et Beth contre Ashley fut lancée dans l'espoir d'obtenir leur liberté. Cela aurait un grand impact sur la législation du Massachusetts. La procédure concernant Brom et Beth contre Ashley débuta devant la cour des plaids communs du comté dans la ville de Great Barrington en août 1780. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir, parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre.
Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Le co-conseil de Sedgwick était Tapping Reeve, fondateur de la première école de droit de Litchfield dans le Connecticut. Ensemble, ils étaient considérés comme deux des avocats les plus redoutables du Massachusetts. Ils ont soutenu que la formulation de la nouvelle constitution de l'État du Massachusetts rendait effectivement l'esclavage illégal dans l'État et que Brom et Beth devaient être libérés. John Ashley a répondu que le couple n'était pas esclave, mais plutôt des domestiques sans autre endroit où aller, un argument courant dans ce type d'affaires à la fin du XVIIIe siècle. Le tribunal a statué en faveur de Brom et Beth, ordonnant à Ashley de les libérer de l'esclavage et de les indemniser pour leurs années de travail gratuit. Et ainsi, Beth avait accompli l'impensable. Elle avait gagné. À cet instant, elle est devenue la première femme afro-américaine à obtenir sa liberté en vertu de la Constitution du Massachusetts, transformant sa promesse d'égalité en une réalité tangible et incontestable. Après qu'elle et Brom eurent gagné leur liberté, on leur proposa des postes rémunérés à la Ashley House. C'était une situation très courante pour de nombreux esclaves affranchis en Amérique à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, et une grande partie d'entre eux échangeaient simplement leurs conditions d'esclaves contre celles de domestiques avec un maigre salaire. Cependant, Beth refusa l'offre et alla plutôt travailler pour Theodore Sedgwick. Elle passa plus d'un quart de siècle dans la maison des Sedgwick et devint un membre proche de la famille, agissant comme nourrice pour les enfants de Theodore et de son épouse Pamela. C'est à cette époque que le nom de Maman Beth lui resta, cependant. Après avoir gagné sa liberté lors du procès de 1781, elle adopta le nom de famille Freeman, devenant ainsi connue à jamais sous le nom d'Elizabeth Freeman. L'utilisation du nom Maman Beth par les enfants Sedgwick montre clairement à quel point elle est devenue une partie intégrante de la famille. Cela vient de Catherine Sedgwick, l'une des filles de Theodore, qui est ensuite devenue une auteure bien connue. Nous avons reçu les récits les plus détaillés sur la vie de Maman Beth. En 1853, alors qu'elle était elle-même une vieille femme, Catherine a écrit un livre intitulé « L'esclavage en Nouvelle-Angleterre » qui a été publié dans le Bentley's Miscellany. Il a présenté l'esclavage dans le Massachusetts et d'autres États du Nord sous un jour clément. Cette source est précieuse pour comprendre la vie de Beth et sa quête de liberté. Alors que Beth commençait une nouvelle vie en tant que femme libre, au sein du foyer Sedgwick, la loi du Massachusetts était influencée par ses actions. Son affaire, intentée avec Brom en 1781, fut l'un des nombreux procès du début des années 1780, soutenant que l'esclavage était devenu illégal en vertu de la nouvelle constitution du Massachusetts de 1780. Les autres étaient trois affaires judiciaires distinctes, connues collectivement sous le nom d'affaires Quack-Walker, bien qu'elles concernaient toutes la même personne, un homme réduit en esclavage appelé Quack ou Quack-Walker. En conséquence, il devint évident, même pour ceux qui espéraient encore préserver l'esclavage au Massachusetts, que cette institution vivait ses derniers instants. En 1783, seulement 2 ans après la victoire d'Élisabeth, la Cour suprême judiciaire du Massachusetts déclara l'esclavage incompatible avec la constitution de l'État. Et lorsque le premier recensement fédéral fut effectué en 1790 pas, une seule personne réduite en esclavage ne fut recensée au Massachusetts. Ainsi, le Massachusetts devint l'un des premiers endroits des États-Unis à devenir un État libre. À la suite de la République du Vermont, qui, en tant qu'État indépendant en 1777, avait aboli l'esclavage dès sa fondation, et de la Pennsylvanie, qui avait aboli l'esclavage en 1780,
En revanche, il faudrait attendre bien après le début du XIXe siècle pour que certains États du Nord, comme New York, abolissent pour l'esclavage. Ainsi, avec sa victoire, Elizabeth Freeman a contribué à faire pencher la balance de l'histoire, faisant du Massachusetts l'un des seuls endroits aux États-Unis où l'esclavage a été éradiqué au XVIIIe siècle. Pendant les années où Elizabeth travaillait à la maison Sedgwick, elle exerçait une seconde profession en tant que guérisseuse locale, infirmière et sage-femme, et au début du XIXe siècle, elle finit par acquérir assez d'argent pour acheter sa propre maison. À ce moment, les enfants Sedgwick étaient adultes et n'avaient plus besoin de nourrice. Elle prit sa retraite et s'installa dans sa maison à Cherry Hill, Stockbridge. Sa fille, qui à ce moment-là avait déjà ses propres enfants, vivait à proximité, et Beth passa ses dernières années près de ses petits-enfants et même de ses arrière-petits-enfants. Elle vécut une longue vie et mourut à Stockbridge en décembre 1829. Comme nous ne connaissons pas précisément sa date de naissance, nous ne pouvons pas dire exactement quel âge elle avait, mais elle avait environ 85 ans au moment de son décès, et elle avait passé plus de temps de sa vie en tant que femme libre qu'en tant qu'esclave. En pensant à la liberté, elle déclara « Si, à n'importe quel moment où j'étais esclave, on m'avait offert une minute de liberté, même en sachant que je devais mourir après, je l'aurais accepté. Pour être une minute libre sur la terre de Dieu, je l'aurais fait. » Elle fut enterrée dans le caveau familial des Sedgwick à Stockbridge, Massachusetts, la seule non-Sedgwick à y reposer, preuve de la place qu'elle avait gagnée auprès de la famille qui l'avait aidée à obtenir sa liberté. La famille s'est marqué sa tombe d'une inscription qui disait « Elizabeth Freeman, également connue sous le nom de Mom Beth, est décédée le 28 décembre 1829. Son âge supposé était de 85 ans. Elle est née esclave et est restée esclave pendant près de 30 ans. Elle ne savait ni lire ni écrire, pourtant, dans son domaine, elle n'avait ni supérieur ni égal. Elle ne gaspillait ni temps ni bien. Elle n'a jamais trahi une confiance, ni manqué à un devoir. Dans chaque situation d'épreuve domestique, elle était la plus efficace des aides, et l'amie la plus tendre. Bonne mère, adieu. » Vers l'année 1812, l'une des belles-filles de Théodore, Suzanne Ridley Sedgwick, a peint une délicate miniature à l'aquarelle sur ivoire de Beth alors qu'elle avait environ 70 ans. Conservé aujourd'hui par la Société historique du Massachusetts, il est largement considéré comme son seul portrait connu ayant survécu. Durant les 2 siècles après sa mort, son histoire est devenue centrale dans l'histoire de l'abolition aux États-Unis, rappelant que la liberté a été inscrite dans la loi et revendiquée par ceux qui ont eu le courage de l'exiger. En août 2022, la Société historique de Sheffield a dévoilé une statue en son honneur, reconnaissant son rôle dans la longue marche vers la liberté. Souvent décrite comme la Rosa Parks de son époque, le courage d'Elizabeth Freeman a fait bien plus que gagner sa propre liberté. Il a contribué à déclencher un mouvement qui allait transformer la nation. Née dans l'esclavage et la misère, Julia Shinn a passé son enfance à travailler comme n'importe quel autre esclave. Pourtant, sa vie a changé lorsqu'elle a été envoyée à la plantation de Richard Mentor Johnson, un homme politique en pleine ascension et futur vice-président des États-Unis. Johnson prit rapidement Julia pour concubine, entamant une relation qui était inhabituelle, controversée et profondément complexe. Elle a aidé à gérer sa maison et à élever leurs enfants, mais il ne lui a jamais accordé la liberté. Alors pourquoi l'a-t-il gardée en esclavage ? Pourquoi a-t-elle presque disparu de l'histoire ? Essayer de découvrir qui était Julia Shinn, en particulier les détails de ses premières années, n'est pas une tâche facile. Les registres démographiques s'étaient maintenus de façon imprécise à la fin du XVIIIe siècle, surtout lorsqu'il s'agissait de personnes nées en esclavage. Par exemple, nous savons que Julia Shinn était née dans les années 1790, mais même son principal biographe n'a pu réduire la fourchette qu'à une période comprise entre 1790 et 1797. C'est la précision maximale possible avec les preuves disponibles. Un ensemble de sources affirme qu'elle est née en 1790. D'autres indiquent qu'elle avait environ 15 ou 16 ans en 1812, ce qui signifie qu'elle serait née vers 1796 ou 1797. De la même manière, il n'y a pas beaucoup de détails sur ses parents ou ses origines. Sa mère était une esclave nommée Henrietta. On pense que son père était un homme blanc libre dont elle a reçu le nom de famille, car il y avait une famille de colons influente dans cette région du Kentucky appelée Shinn. Néanmoins, il est plus facile d'identifier qui étaient pas les personnes qui tenaient un Julia en esclavage.
Elle est née sur la plantation de Robert Suggs Johnson et de sa femme Jemima, dans la région de Bluegrass au Kentucky, qui à l'époque se trouvait à la frontière ouest des États-Unis d'Amérique. Les Johnson s'étaient établis plus à l'ouest, dans le Kentucky, parmi les premiers colons euro-américains des années 1770. Robert travaillait comme arpenteur et évaluateur foncier, aidant à cartographier la future colonisation du Kentucky. Ils eurent de nombreux enfants, mais c'est leur 5e fils, Richard Mentor Johnson, né là-bas en 1870, qui allait jouer un rôle crucial dans cette histoire. À l'époque de sa naissance, l'esclavage était largement considéré par de nombreux Américains blancs, non pas comme une crise morale, mais comme une institution ordinaire et même nécessaire, intégrée à l'expansion de la frontière occidentale, comme nous allons bientôt le voir. Le Kentucky avait été colonisé par des personnes se déplaçant vers l'ouest depuis la Virginie à partir des années 1760 et fut admis comme le 15e État de l'Union en 1792. La possession d'esclaves était légale, et la question de l'esclavage dans les nouveaux États n'était pas encore la grande bataille politique qui éclatera dès les années 1810. Malgré sa position d'État agricole esclavagiste avec une économie de plantation, le Kentucky est également rapidement devenu l'État abritant la plus grande population noire libre de tous les États-Unis. Cela s'expliquait par le fait que les esclaves ayant obtenu leur liberté dans des endroits comme la Virginie étaient souvent les premiers à partir vers l'ouest pour acquérir leur propre petite ferme ou vivre loin de l'endroit où ils avaient l'entêteté réduit en esclavage. En plus de cela, il y avait encore une grande population amérindienne à l'époque de Julia, avec des tribus comme les Creeks et les Choctaws. Cela a créé un État où les règles sociales concernant les interactions entre les colons blancs, les Noirs et les Autochtones étaient vraiment différentes de celles des autres États, et ce mélange racial allait façonner la vie de Julia. Bien que Julia soit née d'une femme esclave, elle n'était pas d'origine exclusivement ouest-africaine. Cependant, les détails complets de son origine ethnique font l'objet de controverses. La majorité des études affirment qu'elle était une octavone. C'est un terme qui est fréquemment utilisé aujourd'hui pour désigner les personnes qui n'ont qu'un 8e d'ascendance africaine, tandis que les 7/8 restants sont d'origine européenne ou américaine blanche. Bien qu'il y ait eu quelques cas où cela s'est produit dans l'histoire des États-Unis avant la guerre de sécession, c'était extrêmement rare. Ce n'était en réalité pas le cas pour Julia. Même si l'on disait que sa peau était plus claire que celle de nombreux esclaves, Julia était probablement tout au plus une carteronne, donc elle avait au moins un quart d'ascendance africaine. Nous ne pouvons pas vraiment être sûrs de son apparence non plus. Les appareils photo n'étaient pas disponibles avant sa mort, et les dessins la représentant datant du XIXe siècle ne sont peut-être pas entièrement fidèles. Qu'elle soit principalement d'origine européenne ou américaine blanche, Julia a été traitée comme n'importe quel autre enfant réduit en esclavage. Sa mère, Henrietta, recevait de la nourriture pour elle-même et ses enfants, mais c'était bien trop peu pour le travail exténuant qu'on attendait d'eux. Ils survivaient en cultivant quelques haricots, choux et pommes de terre dans le jardin des esclaves, mais comme beaucoup d'esclaves, ils manquaient chroniquement de protéines et étaient mal nourris. Les premières années de Julia furent marquées par la difficulté et la privation, mais en grandissant et en atteignant l'adolescence, sa vie prit un tournant qui lia directement son destin à la puissante famille Johnson, d'une manière que peu auraient pu imaginer. La vie de Julia ne devint pas plus facile lorsqu'elle était adolescente. À cette époque, Julia fut séparée de sa mère et de sa sœur et envoyée vivre dans la maison de Richard Mentor, le fils cadet des Johnson. Johnson avait environ 30 ans et était déjà une figure montante ambitieuse dans la politique du Kentucky. Il avait établi son propre foyer à Blue Spring Farm, un vaste domaine où il vivait de façon indépendante. Johnson n'était pas marié et, en fait, il ne se marierait jamais au sens traditionnel du terme. Selon des récits ultérieurs, lorsqu'il avait environ 16 ans, il avait demandé en mariage une jeune femme, mais sa mère désapprouvait fortement cette union et l'a poussé à y mettre fin. Certaines histoires affirment que cet incident l'a profondément marqué et que Johnson a juré de ne plus jamais laisser sa mère ou qui que ce soit d'autre dicter sa vie personnelle. Que ce serment ait réellement été prononcé ou non, cette décision allait façonner l'arrangement domestique atypique bientôt instauré à la ferme de Blue Spring. Eh bien, lorsque Julia y a été envoyée, elle est rapidement devenue sa concubine. On hésite à utiliser un terme comme « ils ont entamé une relation » ou quelque chose du genre ici,
car il est évident que ce n'était pas un arrangement consensuel pour Julia au départ, même si la nature de leur relation est devenue plus compliquée avec le temps. De plus, l'âge exact de Julia au moment où tout cela s'est produit n'est pas clair. Si elle est née vers 1796 ou 1797, elle n'avait qu'environ 14 ans lorsqu'elle a été envoyée vivre avec Richard. Si elle est née plusieurs années plus tôt, vers 1790, elle entrait déjà dans la vingtaine. Ce que l'on sait de façon plus concrète, c'est qu'elle a donné naissance à une fille nommée Imogen en 1812. Une seconde fille nommée Adeline est née peu de temps après. Il ne fait guère de doute que Richard était le père des deux filles. À cette époque, sa relation avec Julia était complexe. Elle restait une esclave, mais il existe des preuves qu'il la présentait comme sa femme, et il présentait librement Imogen et Adeline comme ses filles lorsque des visiteurs vinrent à la ferme Blue Spring. Elle portait aussi le nom Johnson. Finalement, il a arrangé pour qu'on leur attribue des terres à elle, tandis que la plupart des historiens considèrent que Richard et Julia ont fini par vivre une sorte de mariage de fait non officiel, en dehors des structures légales habituelles. Richard Mentor Johnson est principalement connu aujourd'hui pour avoir été vice-président des États-Unis entre 1837 et 1841, lorsque Martin Van Buren était président. Mais sa carrière politique s'est étendue sur 46 ans. Élu pour la première fois à la Chambre des représentants du Kentucky en 1804. 3 ans plus tard, il s'est rendu à Washington, D.C. pour représenter le Kentucky à la Chambre des représentants fédérale. Il a occupé ce poste jusqu'en 1819, lorsqu'il a réussi à remporter une élection en tant que sénateur américain du Kentucky, suivi de 8 années supplémentaires à la Chambre à partir de 1829, puis de son mandat en tant que vice-président. Bien que Julia ne vivrait pas assez longtemps pour voir Johnson devenir vice-président, sa carrière politique a fortement influencé le cours de la vie de Julia. Comme il n'a jamais épousé une femme blanche ni fondé ce qui aurait été une famille plus conventionnelle selon les normes du début du XIXe siècle, pendant qu'il était à Washington, D.C. environ 6 mois par an, c'est elle qui gérait essentiellement la ferme de Blue Spring, dans le Kentucky. C'était une plantation avec de nombreux esclaves. Julia gérait les relations avec les entrepreneurs achetant leurs produits et achetait les provisions pour la maison et la ferme. Elle organisait aussi des événements sociaux, dont beaucoup devaient avoir lieu lorsque Richard revenait du Washington au Kentucky, et rencontrait des politiciens locaux et des hommes d'affaires. On disait que Julia jouait très bien du piano et contribuait à créer l'atmosphère raffinée attendue lors de ces rassemblements. Lorsque Johnson repartait chaque année à Washington pour poursuivre sa carrière politique, il lui laissait même la gestion de l'argent liquide qu'il retirait à l'avance, un niveau de confiance inhabituel pour une femme asservie à cette époque. Un élément marquant du travail de Julia en tant que gestionnaire de la ferme Blue Spring fut la création de l'Académie Choctaw sur la propriété. Il s'agissait d'un internat construit sur la ferme pour les garçons amérindiens. Elle a fonctionné pendant environ une décennie sous la gestion de Julia. D'une certaine manière, cela prolongeait le travail de Julia dans l'éducation de ses propres filles. Elle a engagé un pasteur et prédicateur local, Thomas Henderson, pour éduquer Imogen et Adeline, puis Henderson a également commencé à enseigner à l'école. L'Académie Choctaw est encore partiellement debout à ce jour. À Blue Spring Farm, dans le Kentucky, la carcasse du bâtiment se dresse dans un champ, bien que des buissons et des arbres aient depuis longtemps pénétré à travers les murs, et que le toit se soit en grande partie effondré après plus d'un siècle de négligence. Pourtant, pour tous ceux qui vivent dans cette région du Kentucky, il reste encore un témoignage vivant de l'histoire de Julia Chin que l'on peut aller voir. Alors que tout cela semble indiquer une relation basée sur une quasi-égalité entre Julia et Richard dans les années 1820, c'était bien plus complexe qu'on ne le pense. Par exemple, la communauté locale du Kentucky tolérait l'union inhabituelle entre leur député et sa soi-disant épouse, mais ils formulaient clairement des critiques à leur égard derrière des portes closes. De plus, leur relation était profondément inhabituelle et façonnée par les lois sur les frontières raciales de l'époque. En 1815, après la mort de son père, Johnson devint pleinement propriétaire légal de Julia, mais il ne l'a pas libérée. Elle resta légalement esclave, même s'il reconnaissait ouvertement leurs filles et les élevait comme les siennes. Les historiens ont suggéré que Johnson aurait pu éviter d'affranchir Julia parce que l'émancipation aurait pu affaiblir ce qu'un chercheur a décrit comme les liens qui l'unissaient à lui. De plus, selon la loi de l'époque, le mariage interracial était interdit dans le Kentucky, donc même s'il avait affranchi Julia, il n'aurait de toute façon pas pu se marier légalement.
Julia avait cependant de l'influence au sein du foyer. Elle a organisé l'arrivée de son frère Daniel et de sa famille à la ferme de Blue Spring, où ils ont vécu dans de meilleures conditions pendant plusieurs années. En 1821, ils ont été vendus, probablement car Johnson subissait des pressions financières croissantes tout en poursuivant sa carrière politique. Il existe également des preuves que Julia avait parfois du mal à maintenir la discipline sur la plantation, compte tenu de son statut de femme asservie. Les lettres de Johnson révèlent qu'il ordonnait à ses employés blancs de se soumettre à son autorité, mais les historiens soulignent que certains esclaves des champs ignoraient ses ordres et que les voisins refusaient de l'aider à les punir. À l'été 1833, Julia est tombée gravement malade lorsque le choléra a balayé le Midwest américain. Le choléra était connu sous le nom de mort bleue au XIXe siècle, car il déferlait en vastes vagues à travers l'Europe puis les Amériques entre les années 1810 et 1890, tuant des millions de personnes. Cela comprenait une épidémie de choléra à l'Académie Choctaw, et de nombreux élèves sont tombés malades. Pendant des semaines, Julia soigna les enfants jusqu'à leur guérison, mais contracta finalement la maladie. Elle est décédée des suites de la maladie, et fut l'une des nombreuses victimes des années 1830 qui furent la période la plus meurtrière pour cette maladie. Nous ne pouvons pas être certains de l'âge qu'elle avait lorsqu'elle est décédée. Elle avait un peu plus de 40 ans ou la fin de la trentaine. On ignore aussi où il a été inhumé. Après la mort de Julia, Richard aurait profondément pleuré sa disparition. Dans les années qui ont suivi, il a entamé une relation avec une autre femme asservie sur la plantation. Lorsqu'elle l'a ensuite quitté pour un autre homme, Johnson l'a fait saisir et vendre aux enchères. Par la suite, il a entamé une relation similaire avec sa sœur, qui était également asservie. On a oublié l'histoire de Julia pendant des décennies. En fait, on devrait plutôt parler d'une dissimulation. Lors de l'élection présidentielle de 1836, il y a eu beaucoup de mauvaise presse autour de la vie privée de Richard et de sa relation scandaleuse avec une femme esclave. Par exemple, des affiches ont circulé attaquant Richard Mentor Johnson à cause de sa relation avec Julia Shinn et leurs 2 filles. Dans une caricature de 1836, Johnson est représenté aux côtés de ses 2 filles, dont l'une tient un portrait de Shinn. L'artiste a délibérément foncé la couleur de peau de Shinn et des filles pour accentuer la stigmatisation raciale et le ridiculiser publiquement. Pourtant, malgré la controverse entourant sa vie personnelle, Richard Mentor Johnson a été élu vice-président sur le ticket de Martin Van Buren. En 1850, Johnson travaillait encore en politique, mais à cette époque, sa santé physique et mentale était déjà en déclin. Il est décédé d'une attaque cérébrale le 19 novembre à 70 ans. Il a été enterré au cimetière de Francfort, à Francfort. Ses filles avec Julia avaient reçu d'importantes fermes comme dot et avaient épousé des hommes blancs, mais elles ne recevraient rien de son testament. Après sa mort, 2 de ses frères, encore en vie à l'époque, John et Henry Johnson, semblent avoir détruit les papiers et autres documents de Richard. Il y avait probablement 2 motifs ici. Premièrement, il voulait effacer tout souvenir de la relation controversée de Richard et des 2 filles qu'il avait eues avec Julia. Deuxièmement, bien qu'il n'ait pas été un homme extrêmement riche au moment de sa mort, Richard a laissé une succession suffisamment importante pour que ses 2 frères veuillent s'en emparer, plutôt qu'elle ne revienne à Imogen, qui était encore en vie en 1850. Ils ont trouvé un juge prêt à les aider à faire en sorte que la fille métisse de Richard n'hérite pas de ses terres. Le tribunal déclara qu'il n'avait laissé ni veuve, ni enfant, ni père, ni mère en vie, et ainsi le testament falsifié fut inscrit dans les registres officiels. La destruction des papiers de Richard et la transmission de sa succession à ses frères et familles ont en partie réduit au silence l'histoire de Julia Shinn. Cela dura jusqu'à la fin du XXe siècle, lorsqu'une publication fit brièvement mention au vice-président des États-Unis et à son épouse réduite en esclavage. Ces références ont suscité suffisamment d'intérêt chez plusieurs chercheurs ces dernières années pour que diverses études sur sa vie et son époque aient été publiées, y compris une biographie complète écrite par Amrita Chakraborty Myers. Ainsi, l'histoire de Julia Shinn, l'épouse esclave du vice-président, a été tirée de l'obscurité. Grâce aux efforts des préservationnistes locaux pour stabiliser le bâtiment en pierre restant de l'Académie Choctaw, une partie de la ferme Blue Spring où elle a vécu et travaillé subsistera malgré la disparition de la majeure partie du site. De cette façon, la mémoire de Julia Shinn, autrefois largement effacée de l'histoire, continue d'être redécouverte et rappelée.
Joyce Heath était une femme afro-américaine réduite en esclavage qui aurait apparemment vécu jusqu'à l'âge de 161 ans. En 1835, elle était exposée et des spectateurs venaient de loin pour la voir, non seulement à cause de son grand âge, mais aussi parce qu'elle avait été George Washington, la nourrice d'enfance de Washington. Ses récits sur le petit Georgie renforçaient ses affirmations, mais derrière sa personnalité gentille et bavarde se cachait un homme qui l'exploitait, même après sa mort. Rejoignez-moi pendant que nous explorons son histoire. À l'automne et au début de l'hiver de 1835, une femme du nom de Joyce Heath faisait parler d'elle en Nouvelle-Angleterre et à New York. Heath était la vedette d'une exposition itinérante dans le Massachusetts, le Connecticut et d'autres États. Dirigée par un certain Phineas Taylor Barnum, un homme d'une vingtaine d'années alors largement inconnu du public, mais qui allait bientôt devenir célèbre sous le nom de P.T. Barnum, le plus grand impresario du monde. Le spectacle de Barnum en 1835 était assez modeste comparé au théâtre et au cirque qu'il dirigerait dans les années suivantes. Dans cette première entreprise, il n'avait qu'une seule attraction, une vieille femme du nom de Joyce Heath. Cela peut ne pas sembler très intéressant, mais Heath était apparemment très âgée. En fait, Heath était si âgée qu'elle affirmait avoir été la nourrice de George Washington, le grand héros de la guerre d'indépendance américaine et le premier président des États-Unis. Ceux venus rendre visite à Heath en Nouvelle-Angleterre cet automne et en début d'hiver, ou qu'il avait dû faire ses débuts au Naples Garden à New York quelques semaines plus tôt, étaient fascinés par ses histoires sur le petit Georgie et comment elle l'avait élevé en Virginie un siècle plus tôt. Pour mettre en perspective, George Washington était né en Virginie au printemps 1732, 103 ans avant que Barnum ne commence à exposer Heath. Étant donné que les nourrices étaient généralement des femmes âgées de 20 à 40 ans, si l'on devait croire les affirmations de Barnum, alors Heath aurait dû avoir au moins 120 ans. Pourtant, pour une raison quelconque, Barnum a encore exagéré les choses en affirmant qu'elle était née en 1674 et qu'elle avait 161 ans. C'était une déclaration un peu bizarre, étant donné que cela aurait fait d'elle une femme d'une cinquantaine d'années lorsqu'elle était la nourrice de Washington. Barnum pensait sans doute que ce chiffre attirerait plus de public. Cela a sûrement poussé beaucoup à douter de ses affirmations. Heath est rapidement devenue une sensation, présentée comme la curiosité la plus étonnante et intéressante au monde. Une personne qui avait été esclave sous Augustin Washington, le père de George, et qui avait pris soin du père fondateur pendant les années 1730 et jusque dans les années 1740. Pendant un temps, Barnum a gagné beaucoup d'argent et attiré l'attention médiatique en l'exhibant. Mais cela n'a pas duré longtemps. Le 19 février 1836, après seulement quelques mois de sensations médiatiques, Heath est décédé à New York. La mort de Heath a conduit à un événement qui, de façon quelque peu paradoxale, a prouvé que Barnum avait menti sur ses origines, mais qui, en même temps, allait propulser sa carrière de montreur vers l'avant. Avec la vieille nourrice morte, Barnum a décidé d'essayer de capitaliser sur la notoriété qu'elle avait acquise au cours de l'année précédente. En conséquence, il engagea un médecin du nom de David L. Rogers pour pratiquer une autopsie sur son corps afin de vérifier qu'elle avait bien plus de 100 ans. Cependant, Rogers n'a pas confirmé les affirmations extravagantes de Barnum. Il a plutôt dit qu'elle avait entre la fin de la soixantaine et le début de la soixante-dizaine, et non la centenaire hors du commun que Barnum avait acclamée. Alors que l'autopsie et l'attention du public qu'elle a suscité auraient pu ruiner Barnum, il était un homme qui comprenait l'idée qu'il n'existe pas de mauvaise publicité. Il avait déjà suscité l'intérêt du public en faisant payer à environ 1500 curieux un demi-dollar, une somme assez importante à l'époque, pour assister à l'autopsie le 19 février 1836. Même après cela, il a continué à susciter l'intérêt du public, en répandant des histoires extravagantes. Que Rogers avait en réalité pratiqué l'autopsie sur une personne complètement différente et que Heath était bien vivant et faisait une tournée en Europe. Les journaux à un sou ne s'en lassaient pas, et comme vous le verrez, cela a contribué à lancer la carrière de Barnum.
Mais la triste réalité, c'est que Joyce Heath était morte. Son autopsie avait révélé qu'elle était très probablement née dans les années 1750, à l'époque où Washington entrait dans l'âge adulte. Alors, si Joyce Heath n'était pas celle que Barnum disait qu'elle était, qui était-elle ? En réalité, nous savons peu de choses sur la vraie Joyce Heath. Mais il existe suffisamment de preuves disponibles pour reconstituer quelques grandes lignes de sa vie. Elle serait apparemment née quelque part dans les années 1750. Son lieu de naissance est inconnu, bien que nous puissions presque certainement écarter l'affirmation faite à l'époque selon laquelle elle serait originaire de l'île de Madagascar, au large de la côte est de l'Afrique. Au lieu de cela, il semble plus probable qu'elle venait d'une famille d'esclaves, dans l'un des États du Sud, la Virginie, les Carolines, ou la Géorgie étant les endroits les plus probables. Compte tenu de son époque de naissance, cependant, il n'existe aucun document de quelque nature que ce soit qui la relie au domaine Washington à Mount Vernon. Les premiers documents importants la mentionnent seulement lorsqu'elle était déjà âgée et esclave dans le Kentucky. Au début de l'année 1835, Barnum reçut un tuyau à son sujet de la part d'un forain du Kentucky, nommé R.W. Lindsay. Il alla ensuite lui rendre visite et trouva une femme très âgée, totalement aveugle, avec de longs cheveux gris épais, une petite carrure, des ongles ressemblant à des cerfs et un visage marqué par l'âge et les rides. Mais ce qui était le plus curieux, c'est que Heath, qui souffrait presque certainement de sénilité avancée et de perte de mémoire, était extrêmement bavarde et aimait divertir ses invités avec des histoires sur la façon dont elle s'occupait de son cher petit Georgie. L'identité de Georgie reste sujette à débat, mais Barnum s'organisa rapidement pour louer Heath. Car il lui était illégal d'acheter un esclave dans les États du Nord, libre au milieu des années 1830. Il rédigea également une faux acte de vente prétendument datée du XVIIIe siècle qui la reliait à la famille Washington. Avec cela, Barnum partit pour New York afin d'exposer ce qu'il appelait la nourrice de George Washington. Lorsque nous examinons les événements de 1835 en tenant compte de qui était réellement Joyce Heath, il devient tout à fait évident à quel point le comportement de Barnum était ignoble, en essayant de la présenter au monde comme la nourrice de George Washington âgé de 161 ans. Non seulement il prenait cette femme âgée, vulnérable et réduite en esclavage pour la présenter comme une attraction afin de gagner de l'argent, mais il la surmenait également de façon excessive. Au sommet de sa popularité en 1835, Barnum exposait cette femme aveugle de 80 ans, 6 jours sur 7, plus de 12 heures par jour. Les gens pouvaient lui serrer la main, prendre son pouls et la toucher tant que cela restait approprié, la traitant un peu comme un animal. Cela a duré environ 7 ou 8 mois et il a empoché tous les bénéfices qui auraient atteint plus de 1500 $, une belle somme à l'époque, équivalent à environ 50 000 $ aujourd'hui. Barnum contournait également les règles de la propriété des esclaves de l'époque en, je cite, louant Heath auprès de son propriétaire du Kentucky, un État où l'esclavage était encore en vigueur, et en l'emmenant dans les États libres du Nord où l'esclavage était illégal. Mais en réalité, il l'avait acheté et voyageait illégalement à travers New York et la Nouvelle-Angleterre avec une esclave. Des rumeurs de mauvais traitements circulaient. Par exemple, une histoire raconte que Barnum a saoulé Heath et lui a fait arracher les dents qui lui restaient afin de la faire paraître plus authentique à 161 ans, à quoi une personne de 161 ans est censée ressembler. Il n'est pas clair si cette histoire est vraie ou non, et il est possible que Heath n'ait déjà plus aucune dent lorsqu'il l'a rencontrée, mais le simple fait qu'une telle histoire ait pu se développer est révélateur de la manière dont Barnum abusait effectivement des femmes âgées, qui ne pouvaient même pas s'occuper d'elles. De plus, beaucoup reprochent à Barnum la mort de Heath, soulignant qu'elle était devenue faible à cause de son emploi du temps épuisant, ce qui l'a menée prématurément à la tombe. Aussi cruel que le comportement de Barnum ait pu être envers Joyce Heath, il ne fait aucun doute que tout cet épisode a servi à lancer sa carrière. Peu de temps après l'autopsie de Heath, il a créé le grand théâtre scientifique et musical de Barnum. Il a rencontré un succès mitigé jusqu'à la panique de 1837. Un krach financier a provoqué une stagnation économique à la fin des années 1830,
Mais une fois que les gens ont retrouvé de l'argent dans leurs poches, au début des années 1840, ils sont venus en grand nombre. À la dernière entreprise de Barnum, le musée américain de Scudder, un lieu où Barnum exposait toutes sortes de personnes considérées à l'époque comme ayant des anomalies physiques, des nains, des albinos, des personnes atteintes de gigantisme et d'autres conditions. C'était le début d'une longue carrière au cours de laquelle l'homme qui allait devenir connu comme le plus grand impresario du monde et fonder le cirque Barnum et Bailey ferait en grande partie sa fortune en exploitant les infortunés, des personnes comme Joyce Heth, avec qui tout a commencé au milieu des années 1830. Curieusement, la réputation de Barnum est encore souvent renforcée aujourd'hui, notamment grâce au film de 2017 The Greatest Showman, qui a complètement ignoré les aspects peu reluisants de sa vie, de sa carrière et de son caractère. Joyce Heth a été enterré après l'autopsie dans la ville natale de Barnum, à Bethel, dans le Connecticut. Il affirmait que cela avait été fait avec respect, mais cela ne tient pas compte de tous ses actes jusque-là. Au fil des années, Barnum est devenu un fervent abolitionniste, et l'exploitation de Heth est devenue une source majeure d'embarras pour lui. Il a brièvement évoqué cela dans ses mémoires de 1869, exprimant que le moins méritant de tous mes efforts dans le domaine du spectacle fut celui qui m'introduisit dans ce métier. Il ajoute que c'était une combine qui n'était en aucun cas de mon invention, une qui était déjà depuis quelque temps présentée au public et qui avait tant de garants. Pour son authenticité, qu'au moment d'en prendre possession, je croyais honnêtement qu'elle était authentique. Barnum minimise largement la tournée avec Heth et évite d'entrer dans les détails de l'autopsie, se contentant de la qualifier de sujet sombre, entouré de mystères. Aujourd'hui cependant, sa mémoire a été réhabilitée, elle n'est plus seulement considérée comme une curiosité que Barnum a utilisée pour lancer sa carrière. En particulier, les travaux de Harriet A. Washington, dans son livre Medical Apartheid, qui ont mis en lumière la manière dont l'expérimentation médicale sur les Afro-Américains est restée un phénomène dans l'Amérique du XIXe siècle, même alors que l'esclavage touchait à sa fin. Et les travaux de Benjamin Rees sur les relations raciales dans l'industrie du divertissement au XIXe siècle aux États-Unis ont mis en lumière la manière dont Heth a été victime d'un homme trop souvent célébré comme le plus grand showman de son époque. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous pencher sur la vie de Biddy Mason, une femme afro-américaine née en esclavage qui est ensuite devenue l'une des femmes les plus riches de Californie. Sa vie incroyable résume à la fois l'abolition de l'esclavage et l'expansion vers l'ouest des États-Unis au XIXe siècle. Rejoignez-moi pour découvrir son histoire. On pense que Biddy Mason est née le 15 août 1818 dans le comté de Hancock, en Géorgie, bien que nous ne puissions pas être certains de ces détails. Elle a été nommée Bridget à la naissance, mais elle est devenue connue sous le nom de Biddy dans sa jeunesse et a gardé ce nom pour le reste de sa vie. Biddy est née en esclavage car la Géorgie, dans le sud profond des États-Unis, était encore un État esclavagiste et le resterait pendant près de 50 ans. Pire encore, dans sa jeunesse, Biddy a été séparée de ses parents et vendue à un propriétaire de plantation en Géorgie, Robert Smithson. Bien que sa jeunesse, et en fait une grande partie de ses premières années d'adulte, ait été ardue et passée en esclavage, elle a appris de nombreuses compétences pendant cette période, ce qui lui permettrait de prospérer plus tard. Par exemple, sur la plantation de Robert Smithson, qu'il avait achetée à son propriétaire d'origine dans les années 1820, elle a beaucoup appris sur l'élevage et l'agriculture. De plus, d'autres personnes réduites en esclavage là-bas lui ont appris la médecine populaire qui avait été apportée d'Afrique aux États-Unis et transmise de génération en génération. Elle a aussi acquis des compétences de sage-femme durant ces années. En 1836, Biddy a soit été offerte comme cadeau de mariage, soit vendue à Robert et Rebecca Smith, un jeune couple qui possédait une plantation à l'ouest, dans l'État du Mississippi. Elle allait passer les 10 prochaines années de sa vie là-bas, période pendant laquelle elle eut 3 enfants, toutes des filles. Hélène est née en 1838, Anne en 1844 et Harriet en 1847. Il a été supposé que son esclavagiste, Robert Smith, était le père de ses enfants, mais il n'existe aucune preuve définitive pour le confirmer.
En 1847, des missionnaires mormons sont arrivés dans le Mississippi pour commencer à convertir les habitants à la nouvelle Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui est souvent appelée de façon informelle l'Église SDJ ou l'Église mormone. Joseph Smith a fondé celle-ci dans l'ouest de l'État de New York dans les années 1820, après qu'il ait affirmé avoir vécu une série de révélations divines, et l'Église a connu une croissance considérable dans les années qui ont suivi. Au fur et à mesure, ils ont commencé à se déplacer vers l'ouest pour trouver une Sion américaine à la frontière des États-Unis. Dans les années 1840, ils avaient des avant-postes dans certaines parties de l'Illinois, de l'Ohio et du Missouri. Mais la montée en puissance de l'Église dans ces régions a également suscité de l'opposition. Et en 1844, Smith a été tué lors d'une émeute en Illinois. Néanmoins, ses disciples sont restés engagés dans la cause, et des groupes mormons continuèrent à se diriger vers le sud et l'ouest dans les années qui ont suivi, à la recherche de nouveaux convertis. Et c'est l'un de ces groupes de mormons qui est arrivé à la plantation Smith dans le Mississippi en 1847. Peu de temps après l'arrivée de la mission mormone dans le Mississippi, Robert Smith s'est converti à l'église SDJ, puis il a décidé de déménager en Utah, car les dirigeants de l'église mormone s'y étaient installés pour fonder une nouvelle communauté de pionniers. Il a emmené sa famille et ses esclaves avec lui, y compris Biddy et ses 3 filles. Là-bas, le successeur de Joseph Smith à la tête de l'église, Brigham Young, avait conduit son peuple dans la vallée du Grand Lac Salé, et il commençait à établir une colonie qui deviendrait le cœur du mormonisme, Salt Lake City. C'est ici que les Smiths et le convoi plus important dont ils faisaient partie se sont dirigés en 1847, traversant le Colorado en 1848 et arrivant dans l'Utah. Les compétences médicales de Biddy ont été précieuses et elle était indispensable au convoi. Lorsqu'ils sont finalement arrivés dans l'Utah, Smith et son groupe se sont installés dans la ville de Cottonwood, non loin de Salt Lake City. L'Église des Saints des Derniers Jours n'était pas une confession religieuse abolitionniste. En effet, Brigham Young éprouvait clairement une antipathie envers le peuple afro-américain et l'esclavage était autorisé à Salt Lake City et dans les colonies environnantes. Cependant, en 1851, une décision prise par Young a, en apparence, ouvert la possibilité pour Biddy d'acquérir sa liberté. En 1848, les États-Unis avaient acquis un vaste territoire s'étendant du Texas jusqu'à l'océan Pacifique lors du règlement de paix de la guerre américano-mexicaine. Cela comprenait la région connue des Mexicains sous le nom d'Alta California, mais qui devint rapidement l'État américain de Californie. C'est également en 1848 que d'importants filons d'or furent découverts en Californie, et à mesure que la nouvelle se répandait, une ruée massive de dizaines de milliers de chercheurs d'or et d'autres aventuriers commença à se diriger vers l'ouest, en Californie. La ruée vers l'or de 1849 et les années qui suivirent viraient l'État se développer extrêmement rapidement, et Brigham Young était désireux que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ait une présence dans la région de Californie. Par conséquent, en 1851, il envoya une mission vers le sud-ouest à San Bernardino, en Californie. Il a expliqué à ceux qui entreprenaient ce voyage que lorsque la Californie avait été admise dans l'Union en 1850 en tant que 31e État, elle l'avait été en tant qu'État libre. En tant que tel, il était interdit de posséder des personnes réduites en esclavage dans l'État, et toute personne qui amenait ses esclaves de l'Utah en Californie leur accordait effectivement leur liberté. Ainsi, lorsque Robert Smith décida de rejoindre la mission en Californie avec sa famille et ses esclaves, il semblait que Biddy obtiendrait bientôt sa liberté. Mais Smith avait d'autres intentions. Robert Smith n'a pas libéré ses esclaves à son arrivée en Californie, et de nombreuses personnes réduites en esclavage comme Biddy ignoraient tant totalement qu'elles avaient droit à la liberté en entrant dans l'État. De plus, au début des années 1850, les autorités californiennes étaient généralement réticentes à poursuivre les propriétaires d'esclaves qui entraient dans l'État avec leurs esclaves et ne les libéraient pas. Ainsi, Biddy et ses filles sont restées réduites en esclavage pendant plusieurs années après leur arrivée en Californie. En 1855, l'une des filles de Biddy, Helen, a commencé à fréquenter un homme noir libre nommé Charles Owens. C'est grâce à Owens que Biddy a appris que la loi californienne avait interdit l'esclavage et qu'elle avait le droit de faire appel légalement contre le statut d'esclave qu'elle et sa fille subissaient encore sous Robert Smith. Owens l'a ensuite aidé à déposer une requête en ce sens auprès du tribunal du comté de Los Angeles. Biddy ne serait pas autorisé à parler en son nom,
Mais comme son maître Robert Smith ne s'est pas présenté, il a été décidé d'accorder à Biddy et à ses 3 filles leur liberté, conformément à la loi californienne. Ainsi, l'affaire a été ajournée en janvier 1856, lorsque Biddy avait environ 38 ans. À ce moment-là, Biddy a choisi de prendre le nom de famille Mason. C'était le 2e prénom d'Amasa Liman, un mormon de San Bernardino pour qui Biddy avait travaillé pendant un certain temps et qu'elle devait respecter. Après avoir obtenu sa liberté et celle de sa fille en 1856, Biddy et ses filles sont allées vivre avec la famille Owens, qui l'avait aidé à faire appel de son affaire en justice, et sa fille Helen a rapidement épousé Charles Owens. Biddy a trouvé un emploi d'infirmière utilisant les compétences médicales acquises en Géorgie. Elle a rapidement prospéré dans cette profession, car la Californie a été ravagée par une épidémie de variole à la fin des années 1850 et au début des années 1860, tandis que ses compétences de sage-femme étaient constamment sollicitées. Mason vivait frugalement et économisait son argent pendant cette période. En 1866, elle avait économisé assez d'argent pour acheter sa propre maison sur Spring Street à Los Angeles pour $250. C'était un prix bas, car Spring Street se trouvait à la périphérie de Los Angeles à l'époque. Mais à mesure que la ville s'est rapidement développée, cet emplacement est devenu plus central. En l'achetant, Biddy est devenue l'une des premières de femmes noires à posséder une propriété en Californie, et elle en a rapidement possédé d'autres. La même frugalité qu'elle avait montrée lors de ses premières années de liberté s'est poursuivie dans les années 1870. Et Biddy a commencé à utiliser l'argent économisé pour acheter des terrains bon marché à la périphérie de la ville, qu'elle revendait ensuite quelques années plus tard avec un beau bénéfice, alors que la valeur des propriétés continuait d'augmenter autour de Los Angeles. Au début des années 1880, elle avait accumulé une richesse considérable et s'en est servie pour commencer à ériger des bâtiments commerciaux dans la ville qu'elle louait ensuite comme bureaux. Grâce à ce sens aigu des affaires et à sa maîtrise du secteur immobilier en Californie, à la fin des années 1880, Biddy Madison, la femme née esclave en Géorgie 70 ans plus tôt, avait accumulé une fortune estimée à environ $300 000, soit l'équivalent d'environ 10 millions de dollars actuels. Les activités de Biddy allaient au-delà de ses intérêts commerciaux. En 1872, elle et son gendre Charles Owens ont également cofondé la branche de Los Angeles de la première église épiscopale méthodiste africaine, la première église afro-américaine de Los Angeles. Les réunions pour planifier et organiser la création de l'église se tenaient chez Mason sur Spring Street. Le terrain sur lequel l'église a été construite a également été directement donné par elle. Mason est également largement reconnu aujourd'hui pour sa philanthropie et ses activités caritatives. Par exemple, on lui attribue un rôle important dans la création de la première école primaire de la ville pour les enfants afro-américains. Elle a aussi fait d'importants dons à des œuvres de charité locales et à diverses causes dès que sa fortune l'a permis. Certaines de ses activités sont vraiment remarquables. Mason se rendait, par exemple, souvent auprès des détenus de sa région pour voir ce qui pouvait être fait afin de leur fournir une aide juridique. Dans les années 1880, lorsque de graves inondations ont frappé Los Angeles et que des milliers de personnes se sont retrouvées démunies, Mason a ouvert des comptes à son nom dans plusieurs épiceries et, grâce à cela, elle a payé les courses des victimes des inondations pendant de nombreuses semaines par la suite. Enfin, dans ces dernières années, elle a transformé sa maison en un mélange d'orphelinat et de foyer pour les démunis. Des gens venaient ici chaque jour pour trouver un soulagement à leur pauvreté, et lorsque Biddy n'a plus été capable de les accueillir au portail à cause de la dégradation de sa santé, son petit-fils les faisait entrer pour la rencontrer dans la maison. Sans surprise, compte tenu de tout cela, Biddy est devenue connue au sein de la communauté afro-américaine de Los Angeles sous le nom de grand-mère Mason. Mason est décédée le 15 janvier 1891, à l'âge de 73 ans à Los Angeles. Bien qu'elle soit devenue une figure estimée au sein de sa communauté, tant pour sa philanthropie que pour son engagement religieux, elle a néanmoins été enterrée dans une tombe sans nom au cimetière Evergreen, situé dans le quartier de Boyle Heights de la ville. Ce n'est que près de 100 ans plus tard que sa contribution à l'histoire de la Californie des débuts a été reconnue.
lorsqu'une grande pierre tombale a été érigée sur sa tombe en 1988. Un an plus tard, le musée afro-américain de Californie a organisé une exposition en l'honneur de sa vie et a déclaré le 16 novembre 1989 la journée Biddy Mason. Aujourd'hui, le parc commémoratif Biddy Mason à Los Angeles porte son nom en son honneur. Ainsi, un siècle après son époque, l'histoire remarquable de Mason a été portée à la connaissance d'un plus large public. Au début de l'année 1855, une photo d'une fillette de 7 ans apparemment blanche est devenue une sensation dans toute l'Amérique. Elle s'appelait Mary Mildred Williams et venait d'être libérée de l'esclavage en Virginie. L'homme derrière cette image était le sénateur Charles Sumner, qui espérait susciter l'indignation à travers le pays et faire avancer le mouvement abolitionniste. Qui était cette jeune fille et comment est-elle devenue esclave dans le sud des États-Unis ? La jeune fille sur la photo distribuée par Sumner à travers l'Amérique au milieu des années 1850 était Mary Mildred Botts, qui deviendra plus tard connue sous le nom de Mary Mildred Williams. Son histoire est particulière et met en lumière la nature étrange des relations raciales et la politique de l'esclavage à la veille de la guerre de sécession. Elle est née esclave près du village de Washington dans le comté de William, dans l'État de Virginie. La date exacte n'est pas claire, mais nous savons qu'elle est née en 1847. On pense que le père de Mary était Seth Botts. C'était un esclave issu d'une lignée familiale complexe. On ne sait pas exactement qui était son propre père, mais il semble probable qu'il s'agissait d'un membre de la famille Botts, la même famille qui l'avait réduit en esclavage. De nombreux membres de la famille Botts étaient des politiciens éminents en Virginie au XIXe siècle. John Botts, par exemple, a été membre de la Chambre des représentants des États-Unis entre 1846 et 1850. Mais comme vous le verrez, il y a un débat pour savoir si Seth Botts était réellement le père biologique de Mary. La mère de Mary était Elizabeth Nelson. Elle était la fille de son propriétaire et est née à Powers Run, en Virginie, en 1822. Son père était Thomas Nelson, donc Elizabeth a grandi asservie par son propre père. Au début de la vingtaine, elle a rencontré Seth et ils se sont rapidement mariés. Ils ont eu leur premier enfant, un garçon nommé Oscar, en 1845. Mary est née 2 ans plus tard, et une deuxième fille nommée Adélaïde est née en 1849. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel chez les filles de Seth et Elizabeth, quelque chose qui allait plus tard captiver la nation. Bien que leurs parents aient été réduits en esclavage, Marie et Adélaïde paraissaient entièrement blanches. Les chuchotements enflaient, les rumeurs se répandaient et des questions surgissaient. Étaient-ce vraiment les enfants de Seth ? Ou bien y avait-il une histoire cachée derrière leur peau pâle et peut-être une autre paternité mystérieuse ? On pourrait penser que Seth Botts a probablement commencé à soupçonner très tôt que Mary et Adelaide n'étaient pas ses filles biologiques, étant donné leur teint clair. Dans le Sud d'avant la guerre de sécession, il était malheureusement courant que les propriétaires d'esclaves abusent de des femmes asservies, engendrant souvent des enfants qui ressemblaient peu à leurs pères légaux. Les femmes asservies pouvaient aussi être prêtées à un autre foyer à l'occasion, et bien sûr, leurs propriétaires pouvaient changer. C'est exactement ce qui est arrivé à Elizabeth en 1846, l'année précédant la naissance de Marie. Le père d'Elizabeth, Thomas Nelson, est décédé à la fin de 1845, et elle, ainsi que sa mère et ses sœurs, est passée sous la propriété du beau-frère de son père, J.C. Whedon. Dès le début de 1846, il a commencé à prendre possession des esclaves de son beau-parent défunt. Durant cette période, Marie et Adélaïde sont nées, leur peau si claire qu'elles pouvaient passer pour blanches. Étant donné le moment et leur apparence, beaucoup supposaient que Whedon était leur père, mais la vérité était encore plus complexe. Seth Botts pouvait réellement être confus quant à savoir s'il était ou non le père de Marie et d'Adélaïde, et cela se comprend. Il continuait à voir Elizabeth de temps en temps après qu'elles aient quitté la ferme Nelson, et le moment de ces visites aurait pu coïncider avec la conception de Marie et d'Adélaïde. Dans la logique de filiation propre à l'esclavage, de telles incertitudes n'étaient là pas rares. De plus, la mère de Marie, Elizabeth Nelson, avait elle aussi la peau très claire. Dans les classifications raciales de l'époque, on l'aurait probablement qualifiée de cartérone ou doctorone, des termes utilisés dans le calcul pseudo-scientifique des races de l'époque.
pour désigner quelqu'un comme ayant respectivement un quart ou un huitième d'ascendance noire et une ascendance majoritairement blanche. Son père Thomas Nelson était blanc, tandis que sa mère était métisse. En remontant plus loin, les ancêtres d'Élisabeth comprenaient une proportion importante de lignées coloniales blanches, ce qui, aux yeux de la société du XIXe siècle, l'emportait sur son héritage africain. À cela s'ajoutait le fait que Seth Botts était également un esclave métis, fils illégitime d'un homme blanc libre. Compte tenu de sa propre ascendance complexe, on comprend mieux pourquoi Mary et Adélaïde paraissaient presque entièrement blanches et que Seth ne pouvait pas être certain d'être leur père biologique ou non. Ainsi, l'esclavage et l'identité raciale devenaient très complexes dans le sud des États-Unis, conséquence de générations d'exploitation et de déséquilibre de pouvoir entre esclavagistes et personnes réduites en esclavage. Mary Mildred Botts serait restée inconnue sans l'atmosphère de tension raciale et politique qui régnait aux États-Unis lors de sa naissance. L'esclavage était pratiqué sur le territoire qui allait devenir les États-Unis dès 1619. Il s'était étendu au cours du siècle et demi suivant, et au moment où la déclaration d'indépendance fut proclamée en 1776, il y avait plusieurs centaines de milliers d'esclaves dans ce jeune pays. Pourtant, même à cette époque, un débat croissant sur la moralité de l'esclavage prenait de l'ampleur. Certains États de la Nouvelle-Angleterre commencèrent à restreindre, voire à interdire l'esclavage dès les années 1780. Cependant, dans les États du Sud comme la Virginie, les Carolines et la Géorgie, l'économie dépendait entièrement de cultures comme le tabac et le coton, récoltés par des esclaves dans les champs. À cause de cela, il y avait une forte opposition à l'abolition de l'esclavage ici. La question de l'esclavage a duré des décennies. Pendant de nombreuses années avant la naissance de Mary, la plupart des États du Nord avaient aboli l'esclavage, mais ils avaient accepté de vivre en harmonie avec les États du Sud où l'esclavage restait profondément enraciné. Cet équilibre précaire permettait à chaque région de suivre sa propre voie. Cependant, l'expansion vers l'ouest de l'Amérique et l'admission de nouveaux territoires et États. Dans les années 1840 et 1850, cela a ravivé de violents conflits sur la question de savoir si l'esclavage serait autorisé dans ces nouvelles terres, ramenant le débat sur l'esclavage au premier plan national avec une intensité renouvelée. En 1854, le Parti républicain est apparu comme une nouvelle force puissante, déclarant avec audace l'abolition de l'esclavage comme mission principale. Parmi ses membres fondateurs se trouvait le sénateur du Massachusetts, Charles Sumner, un défenseur infatigable de la liberté. C'est peu de temps après ce bouleversement politique majeur que Mary Mildred Williams fut projetée sous les feux de la rampe nationale, son histoire étant sur le point de déclencher une tempête qui allait ébranler les fondements même d'une nation divisée. Mary Mildred Botts n'a passé que 7 ans, enchaînée par l'esclavage, mais ces années ont laissé des cicatrices bien plus profondes que les chaînes. La place précaire et complexe qu'occupait Mary Mildred, ses frères et sœurs et sa mère au sein de la maison Whedon était pleine de tensions et compliquée. Whedon avait l'intention de vendre bon nombre des esclaves qu'il avait hérités de Nelson, mais il en était empêché par les tribunaux à cause d'une question compliquée. Une question sur la propriété légale d'Élisabeth et de ses enfants. Cela impliquait sa lignée familiale extrêmement compliquée. Ainsi, Élisabeth et ses enfants sont restés dans un vide juridique pendant des années à la plantation de Whedon. En 1850, déterminé à prendre son destin en main, Seth Botts entreprit un voyage audacieux et dangereux. Avec l'aide de Henry Williams, un esclave affranchi et allié de confiance, il a falsifié des papiers de liberté qui allaient tout changer. Prenant tous les risques, Seth s'est enfui de Virginie, empruntant le dangereux chemin de fer clandestin, véritable planche de salut pour d'innombrables esclaves en fuite en quête de liberté dans le Nord. Arrivé à Boston, il s'est lancé dans un travail acharné, poussé par un objectif puissant, acheter la liberté de sa femme et de ses enfants. Grâce à sa détermination et au soutien crucial d'alliés abolitionnistes, il avait réuni assez d'argent au début de l'année 1855 pour obtenir leur libération. La famille a alors adopté le nom de famille Williams, le même nom qui figurait sur les faux papiers ayant déclenché leur fuite. Dans une transformation saisissante, la petite Mary Mildred Botts n'était plus une esclave en Virginie. Elle était Mary Mildred Williams, une fille libre à Boston, désormais prête à défier une nation. C'est ici que Charles Sumner entra en jeu.
Au moment où Mary, sa mère et ses autres frères et sœurs ont acquis leur liberté au début de l'année 1855, Seth avait déjà établi des liens avec le mouvement abolitionniste dans les États libres du Nord. L'une de ces relations était Sumner, qui venait tout juste d'aider à fonder le Parti républicain. Il avait entendu parler de l'héritage familial complexe de Mary et Adelaide, ainsi que du fait qu'elles étaient, pour quiconque les voyait, blanches. Reconnaissant le pouvoir de l'image dans la bataille pour les cœurs et les esprits, le sénateur Charles Sumner organisa alors la prise d'une photographie daguerréotype de Mary, la choisissant probablement parce qu'elle était l'aînée des deux sœurs. L'image obtenue fut rapidement publiée dans le Boston Telegraph et le New York Daily Times, accompagnée d'éditoriaux qui stupéfièrent les lecteurs. Comment une jeune fille, à l'apparence si blanche, avait-elle pu être réduite en esclavage ? La photographie devint une preuve incontestable de la pourriture morale au cœur de l'esclavage, exposant à tous la logique raciale pervertie et les abus du Sud. La réaction fut fulgurante. Les articles provoquèrent une sensation nationale, et l'image de Marie se répandit comme une traînée de poudre, faisant d'elle la première véritable égérie de l'Amérique, à peine une décennie après l'apparition de la photographie. Saisissant l'élan, Sumner l'emmena en tournée de conférences à travers le Nord, brandissant son histoire comme une arme. Dans discours après discours, il soulignait comment l'esclavage avait non seulement déshumanisé des millions de personnes, mais avait aussi brouillé les frontières mêmes de la race, en grande partie à travers des générations d'exploitation sexuelle. Mary Mildred Williams est ainsi devenue une accusation vivante contre le Sud. Son visage ne montrait pas que l'histoire d'une jeune fille. Il reflétait l'hypocrisie grandissante qui poussait la nation toujours plus près de la guerre civile. Mary Mildred Williams était si jeune à l'époque qu'elle n'aurait probablement pas eu conscience de l'immense importance de son histoire pour la politique du pays. Après sa tournée avec Sumner, la controverse autour de son cas s'est apaisée et elle est retournée vivre à Boston avec ses frères et sœurs, qui étaient enfin libres de vivre en famille avec leur propre liberté. Pourtant, le passage de Marie en tant qu'égérie a eu un impact majeur, et il a culminé le 22 mai 1856. Ce jour-là, Sumner a été attaqué dans l'enceinte du Sénat américain par un fervent défenseur de l'esclavage dans les États du Sud et membre de la Chambre des représentants, Preston Brooks. De façon choquante, Brooks a failli battre Sumner à mort. Il a gardé une grave blessure à la colonne vertébrale dont il n'a pu se remettre qu'en subissant une forme expérimentale de chirurgie en Europe en 1858. Cette attaque brutale de 1856 contre Sumner par Brooks est largement considérée comme un moment clé dans l'effondrement des relations entre le Nord et le Sud. Un symbole violent du fossé grandissant qui mènerait à l'éclatement de la guerre de sécession en 1861. Cette guerre prendrait fin 4 ans plus tard, avec le président Abraham Lincoln, publiant la proclamation d'émancipation, et finalement la ratification du 13e amendement qui abolit l'esclavage aux États-Unis. Avec la fin officielle de l'esclavage commença le long et douloureux démantèlement du système d'exploitation qui avait façonné l'ascendance complexe et tragique de Mary Williams. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Devenue célèbre à l'échelle nationale vers 1850 pour son image choquante, Mary Mildred Williams disparut ensuite discrètement de la scène publique. Cependant, elle a vécu une longue vie, même si elle fut quelque peu atypique pour l'époque. Elle a continué à vivre à Boston, dans le Massachusetts, après la fin de la guerre de sécession. Elle et sa famille furent rejointes là-bas par un nombre croissant d'anciens esclaves qui migrèrent des États du Sud vers les villes industrielles du Nord, alors que la vie économique de l'Amérique changeait à la fin du XIXe siècle. Dans leur maison à Boston, la famille Williams vivait avec certains de ces autres migrants venus du Sud. Joséphine et Joseph Jackson étaient d'anciens esclaves affranchis de Louisiane. Henry Clay était un ancien esclave de 19 ans, originaire de Caroline du Nord, et il y en avait plusieurs autres. Ainsi, la maison des Williams, dans le Massachusetts, est devenue un refuge pour de nombreux anciens esclaves des États du Sud, leur permettant de se rétablir dans le Nord avant d'arriver à Boston dans les années 1870 et 1880. Avec le temps, la famille va commencer à se disperser, chaque membre partant vivre sa propre vie et suivre son propre chemin. Mary et Elizabeth sont allées vivre dans une maison à Hyde Park, à Boston, un quartier majoritairement blanc. Pendant qu'elle vivait là, Mary a obtenu un emploi respectable en 1882 travaillant comme employée de bureau au registre des actes.
Ce poste lui rapportait un salaire annuel de 780 $, une somme convenable pour l'époque, équivalent à environ 25 000 $ aujourd'hui. Elle a ensuite déménagé dans un appartement sur la rue Tremont en 1888 pour être plus proche de son travail. Marie appréciait manifestement ce poste, et elle y est restée jusqu'à sa retraite, survenue au cours des premières années du XXe siècle. Marie ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'enfant. Elle a également survécu à ses autres membres de la famille pendant de nombreuses années. Elle était la seule encore en vie à l'aube du XXe siècle. Comme point intéressant concernant l'identité raciale dans l'Amérique d'après la guerre de Sécession, elle a choisi de s'identifier comme blanche à l'âge adulte, et cela s'est consigné dans les documents officiels du recensement et autres. L'un de ces documents, les recensements fédéraux américains de 1900, indique également qu'elle vivait avec une partenaire féminine nommée Mary Maynard, qui avait 45 ans à l'époque. À cette époque, elle vivait à Beacon Hill, à Boston, un quartier réputé pour sa tolérance envers les relations homosexuelles et lesbiennes, tant qu'elle restait indiscrète. Mary Maynard était probablement la partenaire de Mary Mildred Williams, une situation qui expliquerait sa décision de ne pas se marier et d'avoir des enfants. Mary Mildred Williams a vécu jusqu'en 1921, décédant à Boston vers l'âge de 75 ans. Ce fut une fin tranquille et discrète pour une vie qui avait autrefois captivé le regard de toute une nation, une ancienne icône enfantine de l'abolition, sombrant dans l'obscurité alors que l'histoire poursuivait sa marche sans elle. Merci à tous d'avoir regardé cette compilation sur l'esclavage américain. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir également dans les commentaires. Dites-moi si vous souhaitez plus de sujets sur l'histoire des Afro-Américains, l'histoire de l'esclavage ou d'autres sujets du même genre. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir mes vidéos dès leur mise en ligne. Bref, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.